As-tu déjà remarqué combien de batailles tu as menées pour des personnes qui ne feraient jamais la même chose pour toi? Combien de fois tu t'es laissé pour plus tard, tu as mis tout le monde en premier et tu as porté un poids que personne ne t'avait demandé de porter? Peut-être que ta fatigue vient justement de là, pas d'un manque de force, mais du fait que tu utilises toujours cette force loin de toi. Quand tu recommences à tourner ton attention vers l'intérieur, quelque chose change vraiment. Ton esprit arrête de courir derrière ce qui est impossible à contrôler, et il commence à s'occuper de ce qui compte vraiment. Le stoïcisme rappelle une chose simple, tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, tu as seulement besoin d'arrêter de te battre dans celles qui n'ont jamais été les tiennes. Imagine vivre sans te rapetisser pour entrer dans la vie de qui que ce soit, sans essayer de plaire tout le temps, sans te perdre juste pour préserver la paix des autres. Imagine revenir vers toi, retrouver ton propre centre et sentir qu'il y a toujours eu en toi bien plus de force que tu ne l'imaginais. C'est ce pouvoir-là que je veux que tu réveilles aujourd'hui. Le pouvoir de choisir où placer ton énergie, ton attention et ta paix. À partir de maintenant, tu vas apprendre à répondre à la vie avec plus de clarté, plus de calme et plus de maturité. Tu vas apprendre à protéger ce que tu ressens et à suivre ton chemin sans t'abandonner. Les pratiques de cette vidéo vont transformer le chaos en concentration, l'anxiété en présence et la confusion en direction pour que tu arrêtes de courir derrière le monde et que tu commences enfin à vivre ta propre vie. Parce que quand tu choisis de te concentrer sur toi, tout autour de toi change et tu commences enfin à vivre avec vérité et avec force. 1. Aime-toi en premier. Tu as déjà remarqué à quel point l'esprit peut devenir un ennemi quand tu commences à douter de toi. Trop penser t'épuise, déforme tout, crée des problèmes qui n'existaient pas et te convainc que tu es plus petit que ce que tu es vraiment. Et le pire, c'est que ce processus est silencieux. Il se passe à l'intérieur alors que, de l'extérieur, tu sembles vivre normalement. La vérité est simple. Quelqu'un qui ne s'aime pas commence à voir le monde comme un tribunal. La moindre opinion devient une sentence. La moindre critique devient une menace. Le moindre silence devient un rejet. Et comme ça, tu remets ton estime de toi entre des mains qui n'ont jamais su la tenir. Les stoïciens comprenaient ça mieux que personne. Cicéron disait que l'âme tombe malade quand elle cherche trop l'approbation, parce que la validation extérieure, c'est comme l'eau de mer, plus tu en bois, plus tu as soif. C'est pour ça que dépendre des autres pour se sentir assez est un chemin sûr vers l'anxiété, la comparaison et l'épuisement émotionnel. Imagine maintenant une scène. Vivre en cherchant de la confirmation, c'est marcher en portant un miroir lourd sur le dos. Chaque pas sert à vérifier si ton reflet plaît à quelqu'un, si l'angle est bon, si le monde approuve. Et le prix de tout ça est élevé. Tu disparais dans ce reflet et tu oublies le visage qui existe derrière la vitre. Mais il existe un retournement puissant, peut-être un des plus transformateurs de la vie. Tout change quand tu décides d'être ton propre point d'appui. Quand tu te traites avec respect, tu arrêtes d'accepter des miettes. Quand tu t'écoutes, tu arrêtes de chercher du bruit dehors. Quand tu te valorises, tu arrêtes de mendier de la présence, de l'amour ou de la reconnaissance. Et le monde le remarque. Tu marches autrement, tu parles autrement, tu choisis autrement. Parce que quelqu'un qui s'aime ne supplie pas, ne se rétrécit pas, ne fait pas d'efforts pour tenir dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour lui. Il vit avec une paix tellement authentique que personne ne peut la contrefaire. La pratique stoïque résume ça avec précision. Ne cherche pas le bon chez les gens. Cherche des gens bons. Des gens qui ajoutent, pas qui prennent. Des gens qui respectent, pas qui utilisent. Des gens qui inspirent, pas qui blessent. Pas parce que tu as besoin d'eux, mais parce que tu as enfin appris à ne plus t'abandonner toi-même. Et quand la pensée commence à te saboter, rappelle-toi ceci. Tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas de devenir une vérité. Une grande partie de la souffrance humaine naît de pensées qui n'auraient jamais dû être cultivées. Si cette leçon a du sens pour toi, écris ici dans les commentaires. Je choisis de m'aimer. Écrire ça est plus qu'un geste. C'est le début d'une nouvelle posture intérieure. Une qui n'a pas besoin d'applaudissements, de validation ou de présence extérieure pour exister. Parce que, le jour où tu te traites avec amour, le monde apprend à te traiter avec respect. 2. Ne t'abandonne pour personne. Tu as déjà remarqué comment on commence à disparaître petit à petit quand on essaie de retenir quelqu'un
qui ne fait même pas le minimum pour rester. C'est dans ces détails-là qu'on se perd, dans les petits « tout va bien » qui ne vont pas bien du tout, dans les silences qui avalent ta propre voix, dans les concessions qui disent « ce n'est pas grave », alors qu'en réalité ça l'est, et beaucoup. La vérité est simple et douloureuse. Tu peux te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un. Et ça arrive toujours de la même façon. Tu acceptes des miettes émotionnelles, tu normalises des manques de respect, tu avales des excuses répétées, tu tolères des comportements qui te blessent. Tout ça par peur de te retrouver seul. Mais la solitude que tu crains n'a rien à voir avec la solitude de vivre avec quelqu'un qui te diminue. Les stoïciens comprenaient ça avec une clarté impressionnante. Pour eux, la tolérance n'est pas une vertu quand elle coûte ta propre dignité. Une tolérance sans limite n'est pas de la bonté. C'est une autodestruction déguisée. Pense à un pont. Il ne s'effondre pas d'un seul coup. Il cède en silence. Il se fissure de l'intérieur, il perd sa structure, jusqu'au jour où il ne peut plus soutenir personne. Et tu es ce pont quand tu portes des poids qui n'auraient jamais dû être les tiens. Montaigne a écrit que personne ne peut être loyal envers le monde entier sans d'abord se trahir lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu te courbes pour entrer dans la vie de quelqu'un. Tu disparais dans le processus. Les relations saines ont un rythme naturel. Tu donnes, l'autre donne. Tu prends soin, l'autre prend soin. Tu soutiens, l'autre soutient. Mais quand il n'y a que toi qui tiens tout, tu cesses d'être une personne. Et tu deviens un support. Et un support n'est pas vu, n'est pas valorisé, n'est pas retenu. Un support est seulement utilisé tant qu'il tient, et jeté quand il casse. La pratique stoïque est simple et profondément libératrice. Les limites n'éloignent pas les gens. Les limites révèlent qui devrait vraiment rester. Parce que quelqu'un qui t'aime n'a pas peur de ta limite, il a peur de te perdre en la franchissant. Quelqu'un qui te veut du bien ne demande pas ta soumission, il demande ta vérité. Quelqu'un qui te valorise ne s'agace pas quand tu dis non, il s'agace quand tu t'abandonnes. Alors pose-toi une question honnête, sans filtre, sans excuse. Combien de moi-même ai-je dû abandonner pour garder cette personne? Si la réponse te serre la poitrine, si elle te rétrécit à l'intérieur, si elle fait monter ta voix mais que tu la repousses encore, alors il y a quelque chose de très clair qui se passe. Tu n'es pas en train de perdre la personne, tu es en train de te perdre toi-même. Et à la fin de la journée, la vérité est celle-ci. Perdre quelqu'un fait mal, mais perdre sa propre identité détruit. Récupère-toi, reconstruis-toi et remets-toi au centre de ta propre vie. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que tu fermes pour protéger la seule chose qui, si elle s'en va, ne revient jamais. Toi. 3. L'art stoïcien de commander tes émotions. Il y a toujours quelqu'un qui teste tes limites. Parfois c'est un mot de travers, un geste impatient, un commentaire inutile. Et, quand tu t'y attends le moins, tu n'es déjà plus en train d'agir comme quelqu'un qui décide, tu fais seulement renvoyer le chaos que tu as reçu. Mais il existe une vérité que les stoïciens répétaient sans se fatiguer. Celui qui t'irrite te contrôle. Non pas parce que l'autre a trop de pouvoir, mais parce que, à cet instant-là, tu lui as donné le tien. Personne n'est vraiment libre, tant que l'humeur des autres dicte encore ce qu'elle ressent à l'intérieur. Blaise Pascal disait qu'un homme fort est celui qui maîtrise ses impulsions avant que ces impulsions ne maîtrisent sa vie. Et c'est exactement ça que nous sommes en train de perdre dans le monde moderne. La capacité de respirer avant de réagir, d'observer avant d'exploser, de choisir avant d'attaquer. Pense à ton esprit comme à un verre d'eau. S'il est calme, n'importe quel mouvement crée des vaguelettes légères qui disparaissent vite. Mais s'il est agité, il suffit d'effleurer avec le doigt pour qu'il déborde. La plupart des gens vivent ainsi, en débordant, à la merci de la moindre provocation, réagissant au monde comme s'ils n'avaient absolument aucun choix. La pratique stoïcienne est justement le renversement opposé. Elle t'enseigne qu'aucune émotion ne doit venir avant la conscience, et que toute réponse née de l'impulsivité revient contre toi avec des intérêts élevés. La colère blesse d'abord celui qui la ressent. La peur paralyse celui qui l'alimente. L'insécurité crée des ennemis imaginaires avant même d'en reconnaître un véritable. Les émotions sont le volant de ta vie. Entre les mains des autres, tu te craches, entre les tiennes, tu conduis. Et c'est pour ça que le contrôle émotionnel n'a rien à voir avec la froideur ou l'indifférence.
Il ne s'agit pas d'étouffer les sentiments, mais de les remettre à leur juste place, pour qu'ils ne prennent pas le commandement de ta maison intérieure. Quand quelqu'un te provoque, respire. Quand quelqu'un te presse, observe. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, fais silence. Le silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est le signe que tu es aux commandes. Si tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller, observe ta capacité à ne pas réagir dans la chaleur du moment. Plus ta capacité à retenir l'impulsion est grande, plus ton pouvoir de contrôler toute ta vie est grand. Et à partir d'aujourd'hui, garde ceci. C'est toi qui décides qui peut toucher ton centre. Cette phrase est ta limite, ton bouclier, le rappel qu'aucune provocation ne mérite la clé de ta paix. Parce qu'au fond, contrôler tes émotions, ce n'est pas ressentir moins, c'est vivre plus conscient, agir avec intention, et montrer au monde, avec une fermeté calme, que ton esprit a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est toi. 4. Commence à commander ta propre histoire. Tu as déjà remarqué comment la vie change exactement au moment où tu arrêtes de justifier tout ce qui se passe dehors et que tu commences à regarder ce qui se passe ici, dedans. Il naît une force à cet instant, une force qui ne crie pas, mais transforme. Elle apparaît quand tu acceptes que tes choix, tes actions et même tes erreurs font partie de l'histoire que toi seul peux écrire. Cette force ne vient pas de la perfection, elle vient du courage. Le courage d'admettre que personne ne va mettre de l'ordre dans ta vie à ta place, personne ne va porter tes douleurs, personne ne va parcourir le chemin que seules tes jambes peuvent traverser. Les stoïciens appelaient en cela l'autogouvernement. La capacité de se diriger soi-même comme un capitaine dirige un navire en pleine mer. Et un capitaine expérimenté sait qu'il ne contrôle pas le vent, ni les vagues, ni les marées, mais il contrôle la barre, et ça change absolument tout. Imagine maintenant la scène. Le ciel s'assombrit, la mer se lève, le pont tremble. La première réaction est de blâmer la tempête, de maudire la malchance, de se plaindre du destin. Mais il existe un détail qui décide de la fin de cette histoire. Quand tu lâches la barre, la mer décide à ta place. C'est exactement à ce point que la majorité bloque. Et c'est exactement là que la responsabilité commence. Parce que la responsabilité, c'est ce moment où tu réalises que tu ne choisis pas le décor, mais tu choisis comment tu vas le traverser. Et c'est dans cette ligne fine entre destin et choix que Schopenhauer offre la phrase qui attache tout comme un nœud solide. Le destin mélange les cartes, mais c'est nous qui jouons. Cette phrase ne parle pas de chance, elle parle de posture. Elle dit que même quand le monde mélange tout, c'est encore toi qui décides quelle carte tu poses sur la table. Et c'est cette décision, petite, intime, invisible aux autres, qui définit le cours de ta vie. Assumer la responsabilité, ce n'est pas collectionner les fautes, c'est collectionner la conscience. C'est comprendre que l'erreur n'est pas un verdict, c'est un miroir. Il ne montre pas qui tu es, il montre qui tu peux devenir. Une pierre sur le chemin peut être quelque chose sur lequel tu trébuches tous les jours, ou la première marche vers un endroit où tu n'as jamais eu le courage de monter. La responsabilité, c'est aussi la maturité émotionnelle. Comprendre que les mauvaises décisions naissent d'émotions mauvaises, et que pour cette raison, tu ne décides rien quand tu es dévoré par la colère. Tu ne promets pas le monde quand tu es euphorique, et tu ne remets pas ta paix à quelqu'un qui vit en tempête intérieure. C'est protéger ton temps, ton énergie, et le futur que tu es encore en train de construire, brique après brique. Et il existe une vérité qui fait mal, mais qui libère. Tu es la seule personne capable de ruiner ou de sauver ta vie. Ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton passé. C'est toi, avec les habitudes que tu nourris, avec les silences que tu acceptes, avec les choix que tu fais quand personne ne te regarde. Assumer la responsabilité, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un vienne avouer une faute qu'il n'avouera jamais. C'est reconnaître ta dignité, même quand d'autres ne la reconnaissent pas. C'est dire non quand on attend ta reddition. C'est choisir ce qui te renforce, pas ce qui t'anesthésie. Et avant de blâmer qui que ce soit, il existe une question qui fonctionne comme une boussole. Qu'est-ce qui est vraiment entre mes mains maintenant? Quand cette question devient une habitude, tout change. Les opinions perdent leur pouvoir, les distractions perdent leur force, la peur perd sa voix, et tu commences à marcher avec une solidité qui ne dépend de l'approbation de personne.
Assumer la responsabilité, c'est ça. Être ton propre sol, ton propre nord, ton propre commandant. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que la vie te porte et que tu décides de porter ta propre vie avec tes deux mains. 5. Arrête de raconter tes problèmes à n'importe qui. Tu as déjà remarqué comme certaines douleurs grandissent quand on les confie aux mauvaises mains? Tout le monde qui t'écoute ne te comprend pas. Et tout le monde qui semble s'intéresser à toi ne s'y intéresse pas vraiment. C'est une des vérités les plus dures de la vie adulte et l'une de celles qui te sauve le plus d'énergie quand enfin tu la comprends. Le monde est rempli de curieux déguisés en conseillers, d'indifférents déguisés en amis, et de gens qui ne s'approchent que pour mesurer ta faiblesse. Ouvrir ton âme à n'importe qui, c'est comme laisser la porte ouverte en pleine tempête. Tu ne contrôles pas ce qui peut entrer, et encore moins ce qui peut être emporté. Les stoïciens savaient ça. Épictète disait que la parole est du vent, mais la vulnérabilité est une racine, parce que tout ce que tu livres de ton intérieur cesse d'être seulement à toi. Et quand tu partages tes blessures avec quelqu'un qui n'a pas la maturité de s'en occuper, tu t'affaiblis au mauvais endroit, au mauvais moment pour la mauvaise personne. Réfléchis à cela avec clarté. Il existe un cercle petit, très petit, de personnes qui veulent vraiment ton bien. Ce sont celles qui t'offrent un silence qui réconforte, et non un jugement déguisé en conseil. Ce sont celles qui portent ta douleur avec respect, sans la transformer en opinion, en potin ou en munition. Ton cœur est comme une flamme. Dans les bonnes mains, il éclaire. Dans les mauvaises, il s'éteint. L'attitude stoïcienne commence ici. Choisis avec qui tu partages le poids de ton esprit. Toute oreille ne mérite pas ta confidence. Toute présence ne mérite pas ton soulagement. Toute compagnie ne mérite pas l'accès au territoire sacré de ton intimité. Certaines personnes ne veulent pas te comprendre. Elles veulent t'analyser. Certaines ne veulent pas te soutenir, elles veulent te mesurer. Certaines ne veulent pas t'écouter. Elles veulent stocker ta douleur pour l'utiliser quand ça les arrange. Alors, avant d'ouvrir ton cœur, pose-toi la question qui économise des années de souffrance. Cette personne veut-elle vraiment m'écouter ou seulement m'examiner? Ta paix vaut plus que la curiosité des autres. Ton esprit vaut plus que les ragots d'autrui, et ta douleur vaut plus que l'opinion de quelqu'un qui ne prend même pas soin de sa propre vie. À partir de maintenant, agis comme le gardien de ta paix. Tu ne dois d'explication à personne, tu ne dois d'accès à personne, et tu n'as pas besoin de transformer ta vulnérabilité en spectacle pour plaire à qui que ce soit. Tu te renforces quand tu sélectionnes, tu grandis quand tu observes, et tu te libères quand tu comprends que ton intimité n'est pas un divertissement, c'est un territoire sacré. 6. Ta bonté n'est pas une permission pour que quiconque te fasse du mal. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent quand c'est toi qui es épuisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, et la vie, quand elle veut t'enseigner, répète le schéma jusqu'à ce que tu le vois. C'est ainsi qu'émerge une vérité dure et libératrice. Quelqu'un qui ne connaît pas sa propre valeur devient un terrain fertile pour ceux qui cueillent tout et ne plantent jamais rien. Il existe un type de personne qui n'est pas à tes côtés, mais seulement à portée de ce que tu offres. Elle ne cherche pas toi, elle cherche ton utilité. Et si tu ne fais rien, ce cycle te pompe, te vide et t'épuise, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi pour toi-même. Les stoïciens avertissaient déjà à ce sujet. Cicéron disait que la vraie bonté exige de la sagesse, parce qu'une bonté sans discernement cesse d'être une vertu et devient une permission pour l'abus, pour le mépris, pour le parasitisme émotionnel. La métaphore est simple et douloureusement juste. Être bon ne signifie pas être un sol, parce que quelqu'un qui vit comme un sol est piétiné jusqu'à perdre sa propre forme. Ce n'est pas pour endurcir ton cœur. C'est pour filtrer, pour garder le meilleur de toi pour ceux qui offrent aussi le meilleur d'eux-mêmes. La bonté est sacrée, mais elle ne fleurit que lorsqu'elle est plantée en terrain fertile, et jamais là où il y a de la cupidité, de l'égoïsme ou de l'indifférence. Demande-toi avec sincérité, cette personne prend-elle soin de moi comme je prends soin d'elle, ou se contente-t-elle de récolter ce que je laisse tomber? Si la réponse te dérange, ce n'est pas du drame, c'est un diagnostic. Tu n'es pas là pour être exploité, tu n'es pas là pour porter des adultes sur ton dos, tu n'es pas là pour mendier la reconnaissance de quelqu'un qui ne reconnaît même pas sa propre ombre. Les limites n'éloignent pas les gens, elles éloignent les abus.
Les limites ne ferment pas des portes, elles ferment des blessures. Les limites ne te rendent pas froid, elles te rendent entier. Et oui, déclarer que ta bonté a une limite n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Parce que quand tu apprends à protéger ton énergie, tu arrêtes de te donner par peur, par culpabilité ou par habitude. Et tu commences à offrir ta présence avec conscience, et seulement à ceux qui méritent vraiment d'être proches. Et il existe une dernière vérité qui doit être dite avec toute la tranquillité du monde. Tu n'es pas venu au monde pour être utilisé, tu es venu pour être vu. Et quelqu'un qui ne voit pas ta valeur ne mérite pas le privilège de ta présence. 7. Renforce ton esprit. C'est la seule partie de la vie que tu contrôles vraiment. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes s'épuisent à essayer de tout contrôler autour d'elles, l'opinion des autres, le comportement d'autrui, le destin, ce qui peut arriver demain, et même ainsi, restent perdues à l'intérieur. C'est parce que toute douleur commence au même endroit, quand on essaie de dominer ce qui n'a jamais été entre nos mains, alors qu'on ignore ce qui l'a toujours été, notre propre esprit. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Ils savaient que contrôler le monde est impossible, mais se contrôler soi-même est non négociable pour celui qui veut vivre avec paix, direction et dignité. C'est pour ça qu'Épictète disait « La clé de la liberté est de te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. » Et ce qui dépend de toi commence exactement là où tout le monde fuit. Tes pensées, tes interprétations, tes choix, ton caractère. Pense à ton esprit comme au gouvernail d'un navire. Si tu abandonnes le gouvernail, n'importe quelle vague t'emporte loin de toi-même. Mais quand tu tiens le gouvernail, même pendant la tempête, tu ne contrôles pas la mer, mais tu as une direction, et c'est ça qui sauve. Travailler ton esprit, c'est ce geste silencieux et puissant de reprendre le gouvernail au moment où tout essaie de te tirer hors de ton axe. C'est apprendre à filtrer ce qui entre, transformer ce qui reste, et faire taire ce qui t'éloigne de celui que tu veux devenir. Et la vie ne va pas faciliter. Certains ne se souviendront que de tes erreurs, d'autres déformeront tes intentions, et beaucoup ne remarqueront même pas ton effort. Mais la vie ne te demande jamais « est-ce qu'ils ont approuvé ?» La vraie question est « as-tu été fidèle à ton caractère ?» Parce que lorsque tu vis pour plaire, le monde t'utilise. Quand tu vis en essayant de tout contrôler, le monde te déçoit, mais quand tu commences à te contrôler toi-même, le monde ne te renverse plus. Une flamme ne contrôle pas le vent, mais elle contrôle sa propre intensité. Et c'est ça qui la maintient allumée, même quand tout souffle contre. La pratique est simple et profonde. Observe tes pensées avant de leur obéir, questionne tes réactions avant de les renvoyer au monde, et reste fidèle à tes valeurs, même quand personne ne te regarde. Le perfectionnisme paralyse, la comparaison vide, le manque de direction te fait errer, pas vivre. Mais quand tu travailles ton propre esprit, tu récupères 3 forces que personne ne peut te voler. La clarté, la présence et la fermeté. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit au monde, et tu deviens quelqu'un qui construit son propre monde de l'intérieur. Tu cesses d'être quelqu'un qui implore, et tu deviens quelqu'un qui décide. Tu cesses de survivre, et tu commences à t'éveiller. Parce qu'au fond, il existe une différence immense entre vivre perdu et vivre conscient du gouvernail qui est déjà entre tes mains. 8. Le pardon libère ton cœur et ouvre la voie au présent. Tu as déjà remarqué comme le ressentiment prend de la place en toi, même quand le monde dehors continue d'avancer. Garder des rancœurs, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres pendant des kilomètres. Au début, ça semble supportable, mais avec le temps, chaque pas devient plus lourd, plus lent, plus douloureux. Les stoïciens comprenaient profondément cela. Pour eux, la souffrance ne naissait pas de l'événement en lui-même, mais du lien émotionnel que nous créons avec lui. Et c'est pour ça que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un sauvetage de toi pour toi-même. Pense-y ainsi, le ressentiment est une chaîne attachée à ta cheville. Le pardon est la clé que tu tiens toi-même. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne punis pas l'autre, tu prolonges ta propre douleur. Le passé te tire en arrière comme une ancre, et tu essaies d'avancer en portant quelque chose qui aurait déjà dû rester au fond de la mer. Nietzsche a écrit quelque chose de puissant. La mémoire garde, mais le cœur n'a pas été fait pour stocker du poison. Et c'est exactement ce que la rancœur devient quand elle reste trop longtemps. Un poison lent, silencieux, qui ronge ta paix
et empoisonne tes jours. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il enlève seulement au passé le pouvoir qu'il avait sur toi. Il te rend ton énergie, nettoie le champ de ton esprit et ouvre l'espace pour ce qui compte vraiment, présence, clarté et direction. La pratique stoïcienne est simple. Pardonner, ce n'est pas justifier, c'est libérer. Ce n'est pas se réconcilier, c'est lâcher. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer. Demande-toi, qu'est-ce que je porte encore en moi et qui ne mérite plus de vivre en moi? Et quand cette pensée vient, rappelle-toi, ce n'est pas de la faiblesse de lâcher ce qui t'a blessé, c'est de la maturité émotionnelle. Celui qui porte tout souffre davantage, celui qui libère respire. Si cette vidéo te parle maintenant, écris dans les commentaires « Je choisis d'être léger ». Cette phrase est un engagement silencieux avec ta paix. C'est toi en train de dire à toi-même que ton histoire ne sera pas menée par des douleurs anciennes. Le pardon est la porte. La légèreté est le chemin et la liberté commence quand tu décides enfin de la franchir. 9. Le vrai bonheur naît en toi. Tu as déjà remarqué comme la vie devient plus légère quand tu comprends enfin que rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a de pouvoir absolu sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. La liberté que tant de gens poursuivent ne se trouve pas dans les gains matériels, ni dans les compliments, ni dans des circonstances parfaites. Elle naît de la vertu, de la clarté et de la manière dont tu choisis d'interpréter le monde. Les stoïciens répétèrent toujours quelque chose qui paraît simple, mais qui change absolument tout. Il n'y a pas de bonheur possible tant que tu es esclave de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas avoir un cœur léger tant que ton esprit est plongé dans un puits d'anxiété, de peur et de frustration. Et presque toujours, ce puits est creusé par des attentes irréelles, des comparaisons silencieuses et des tentatives désespérées de dominer ce qui n'a jamais été ta responsabilité. Pour développer une force morale invincible, tu dois traverser et non éviter les circonstances qui sont au-delà de ton contrôle. Seule une personne qui apprend à garder ferme ce qui est à elle devient forte, même quand le monde se déplace d'une manière qu'elle n'a pas choisie. Pense-y ainsi, ton esprit est comme une maison. Tu ne décides pas quand il pleut ou quand il vente dehors, mais tu décides qui entre, ce qui reste et ce qui doit être retiré pour que l'environnement reste vivable. Le vrai bonheur naît de cette porte intérieure que toi seul contrôles. Et ici, Marc Aurèle nous offre une des idées les plus puissantes de la philosophie antique. La vie est opinion. Pas opinion au sens superficiel, mais au sens profond. Ce que tu penses du monde façonne le monde dans lequel tu vis. Ton jugement crée ton expérience. Ton interprétation crée ta réalité émotionnelle. Ta vision intérieure définit la qualité de ta journée. C'est pour cela que ton bonheur dépend de 3 forces qui sont entièrement entre tes mains et entre celles de personne d'autre. Ta volonté, qui décide ce que tu choisis de nourrir. Tes jugements, qui interprètent ce qui se passe autour de toi, et l'usage conscient que tu fais de ces jugements, qui détermine comment tu agis face à la vie. Quand tu gouvernes ces 3 forces, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un chemin que tu peux parcourir avec sérénité, présence et fermeté. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans 2 mains, ni dans la reconnaissance, ni dans l'absence de problème. Il se trouve dans la manière dont tu réponds au moment présent, dans la manière dont tu choisis de penser, de choisir, de ressentir et d'agir. Oblige ton esprit à penser d'une façon qui te renforce, surtout quand tout semble hors de place, parce que c'est exactement dans ces moments-là que tu dois choisir la direction de tes pensées. Maintenant, imagine ceci. Si aujourd'hui ton esprit ne produisait que des idées qui te relèvent, qui te poussent en avant, qui te font agir, à quoi ressemblerait ta journée? Comment affronterais-tu chaque problème? Quelle décision aurais-tu enfin le courage de prendre? Grave ceci en toi. Le pouvoir n'est pas dans le monde, il est dans ce que tu permets d'habiter dans ta tête. Quand tu forces tes pensées à s'aligner avec ce qui construit, ton état intérieur change, et quand l'intérieur change, l'extérieur suit, toujours. Celui qui entraîne son esprit à penser avec force avance. Celui qui embrasse le pessimisme creuse sa propre prison avec ses propres mains, tout en portant en lui la clé qui pourrait le libérer. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est pas une invitation. C'est un appel direct. Guide ton esprit avant qu'il ne prenne le contrôle et ne t'entraîne vers le bas. Tu vas comprendre comment discipliner tes pensées change ton humeur, définit ton courage
aiguise tes décisions et ouvre des chemins qui semblaient autrefois impossibles même à imaginer. Maintenant, transforme l'intention en action. Arrête de seulement penser et prouve-toi que tu es aux commandes. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je choisis de penser autrement. Je suis stoïque. Ce geste simple est ta première victoire du jour, le premier acte réel de discipline mentale. Respire profondément, redresse ta posture, ferme ton expression et allons vers notre première leçon. 1. Ton esprit crée le monde devant toi. Tout ce qui se passe dehors commence dedans. La manière dont tu penses est le fondement invisible de ta réalité. Si tu te réveilles chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et les plaintes, le monde te semblera lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles décidé à te concentrer sur ce que tu peux construire, le même monde, le même décor, devient un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la lentille avec laquelle tu les regardes. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète paraît laid, déformé et sans éclat. Mais quand tu apprends à nettoyer ce miroir, quand tu changes ton focus, ton ton intérieur, ton dialogue avec toi-même, toute ta vie commence à changer aussi. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions commencent à s'aligner avec ce que tu penses fréquemment. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et attire le type d'énergie que tu entretiens. Pense-y, 2 hommes peuvent marcher sur la même route. L'un voit poussière, fatigue et obstacles. L'autre voit parcours, sens et apprentissage. Rien n'a changé dehors, mais tout a changé dedans. C'est ça, la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir la posture que tu vas garder. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait « L'homme est ce qu'il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Alors observe tes pensées. Quand tu te réveilles, quand tu travailles, quand tu rentres chez toi, ce qui traverse ton esprit te renforce ou te paralyse. Tu commandes ton esprit ou tu ne fais que réagir à lui. La différence entre celui qui progresse et celui qui reste figé est dans cet instant précis, dans le moment où tu décides d'arrêter d'obéir aux pensées et de commencer à les diriger. L'esprit est comme un miroir d'eau. S'il reflète la peur, tu verras de la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras de la clarté. Penser positif n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est se dire « je choisis de rester calme, même dans le chaos ». Et quand ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu construis. Numéro 2. Arrête d'être ton propre ennemi. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Parce que le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est corrompu, tout ce que tu fais sera affecté. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « je n'y arrive pas ». Ce n'est pas pour moi. Je me trompe toujours. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec toi. Il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si tu l'étais. La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel, mais par excès d'autocritique. Tu te convaincs que tu n'es pas prêt, et cette croyance devient réalité. C'est pour cela que la première réforme que tu dois faire n'est ni dans ton corps, ni dans ta routine, mais dans la langue avec laquelle tu te traites. Pense à l'esprit comme à une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. Mais quand tu commences à remplacer le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et le « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change profondément. Tu cesses d'être l'ennemi et deviens ton propre allié. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et ta langue est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui se frappe avec des mots vit à la dérive. Mais celui qui parle avec clarté, fermeté et intention commence à commander son propre destin. Alors observe ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit en la répétition, pas en les intentions. Répète le courage
et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues, c'est changer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent, et non qui sabotent. C'est comprendre que chaque phrase dite à toi-même est une graine, et que le jardin de l'esprit fleurit ou pourrit selon ce que tu plantes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme le « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace le « je n'y arrive jamais » par « je suis en train d'essayer encore une fois ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler quand personne ne te voit. Et quand cette voix intérieure devient ton allié, penser positif n'est plus un effort, c'est une conséquence. 3. Arrête de reculer, commence à t'imposer. La façon dont tu te montres au monde ne parle pas d'apparence, mais d'énergie. C'est le reflet direct de ce que tu penses et ressens quand personne ne te regarde. Si, à l'intérieur, il y a du focus, de la confiance et du sens, cela transparaît, même en silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que tu dises un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de regarder vers l'avant, même quand le chemin paraît rempli de pierres. C'est rester ferme, confiant et plein d'espoir, même quand la journée commence difficile. C'est savoir que, même si quelque chose ne se passe pas comme tu voulais, il y a une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cet état d'esprit change ton comportement, parce que quelqu'un qui croit en lui agit différemment, parle avec plus de clarté, se positionne avec plus de fermeté et inspire davantage de confiance. Et c'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, pas avec de la magie, mais avec de l'attitude. Pense-y, les gens ne croient pas en celui qui dit, ils croient en celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, elle naît de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Le philosophe William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité action et sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de sentir de la confiance, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Te montrer comme quelqu'un de compétent, de positif et de concentré n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi, parce que, en grande partie, elle dépend vraiment de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu quittes la maison, que tu entres dans une réunion ou que tu regardes ton reflet dans le miroir, demande-toi, qu'est-ce que ma présence communique, du doute ou de la direction, de la fatigue ou du sens? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'esprit que tu transportes. Et quand ton état d'esprit change, ta posture change. Et quand ta posture change, le monde change avec toi. 4. Ne permets pas que le monde te rétrécisse. La phase de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle montre seulement où tu as commencé. Il y a des gens qui regardent leur propre moment et ressentent de la honte, de la peur ou de l'impuissance, comme si le présent était un verdict. Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, mais l'histoire est encore en train d'être écrite, et l'auteur, c'est toi. Et si, en ce moment, tu sens que tu es loin de là où tu voulais être, comprends ceci. La distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle mesure ce qu'il reste à grandir, pas ce que tu as échoué. Ce qui te sépare de la vie que tu veux n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si tu commences la journée en pensant avec foi, avec focus et avec détermination, quelque chose en toi s'aligne. Pense à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui, même ainsi, décide de faire ce qu'elle peut. Elle range la maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit sur un papier un jour après l'autre. À cet instant, elle n'a pas encore changé le monde, mais elle a changé le climat en elle, et c'est le début de toute transformation. La réalité n'est pas une ennemie, c'est le décor où tu entraînes ta foi. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et le destin, inévitablement,
réponds à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde autour de toi, c'est de changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te critiques? Te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est le fondement invisible de la confiance en soi. Et tout changement véritable commence en lui. Tu es le directeur de ton esprit, pas un figurant de tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ta narration intérieure, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne permets pas que des idées anciennes, des peurs répétées ou des croyances limitantes prennent le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive qui importe. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et dire « Je peux recommencer d'ici » et cela suffit. Alors, ne te laisse pas intimider par ta phase actuelle. Elle n'est pas un obstacle, elle est un entraînement. Et celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés conquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui te pèse sera demain ta structure. Et ce qui aujourd'hui te teste sera demain ce qui te soutiendra. 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'insécurité n'ait plus de place. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence tous les jours, à l'instant même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin est celle qui décide si ta journée sera menée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation, du doute, ou elle peut être la voix du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment. C'est pour cela que, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser aux obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose de simple, le lit dans lequel tu dors, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, parce qu'elle change le point de focus de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, pas ce qui manque. Et quand tu changes le focus, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte te retient dans ce qui manque. La gratitude te connecte à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu t'accordes sur ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent ton état naturel. Et plus tu restes dans cet état, plus tu gagnes de la clarté pour agir, de la légèreté pour affronter la journée et de la confiance pour décider. Pense à quelqu'un qui a perdu une opportunité et passe des jours à se punir, à dire « je ne fais jamais rien correctement ». Et pense à un autre qui vit la même perte, mais choisit de penser « maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'un la transforme en fardeau, l'autre en outil. C'est ainsi qu'un esprit entraîné crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en tirant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne changes pas quelque chose que tu fais tous les jours. » Le secret du succès se trouve dans ta routine quotidienne. C'est l'essence même de l'entraînement de l'esprit. Quand tu commences la journée avec de la gratitude, tu donnes au cerveau un ordre « je suis aux commandes ». Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les mots plus conscients, et ton corps commence à obéir à ton esprit, pas à la peur. La confiance en soi ne vient pas d'ignorer les difficultés, mais de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ta propre attention, de choisir ce que tu penses et ce que tu nourris en toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un vote que tu renouvelles chaque matin, même quand le monde semble douter de toi. C'est l'engagement silencieux de te dire « je peux gérer ça ». Et gérer est le verbe de la confiance en soi. C'est pour cela pratique ce petit rituel chaque matin. 3 raisons de gratitude tous les jours. Avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui manque. L'esprit commence à te servir, pas à te saboter.
Ce qui était doute devient décision, ce qui était peur devient mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance là où avant, tu ne voyais que du manque. Et quand l'esprit apprend à commencer la journée avec gratitude, tout ton corps commence à agir avec confiance, parce que l'esprit qui a confiance n'attend pas le bon moment, il crée le bon moment. Notre 6e leçon est: intègre tes objectifs à ta façon de vivre. Plus un objectif semble lointain, plus il est difficile de le rendre réel. Et la raison n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'appartenance. Le cerveau humain ne se mobilise vraiment que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une recherche de l'université de Princeton a montré que plus de 90% des gens ont du mal à économiser de l'argent. Non pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se voir dans l'avenir. Ils regardent le mois de demain comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et le cerveau ne lutte pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Tu agis avec force quand tu sens que quelque chose t'appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent et que les objectifs intégrés fleurissent. La différence entre le désir et le résultat est dans la sensation d'appartenance. Quand quelque chose est à toi, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que tu veux doit être ramené dans ta routine, dans ton langage, dans ton corps. Quand tu dis « mon objectif », il est encore loin, mais quand tu dis « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est maintenant et il commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais continue de dire « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Maintenant, pense à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même fatigué ». Le premier vit dans le champ de l'intention, le second dans celui de l'identité. Et c'est pour cela que l'un reste désirant et que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Répète ceci. Plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus vite il devient présent. Chaque jour, déclare à voix haute ce que tu veux construire, pas comme une demande, mais comme un fait qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. Peu importe si au début tu n'y crois pas, l'esprit humain apprend par répétition, et le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité quand il reçoit la même information souvent. Répète avec conviction, et ton esprit commencera à accepter. Quand ton esprit accepte, ton corps exécute. Comme disait William James, père de la psychologie moderne, crois que l'action est possible, et tu créeras les conditions pour qu'elle se réalise. C'est ça, la force de l'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive, tu le rapproches, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ta vie maintenant. Écris dans les commentaires, j'appartiens déjà à la vie que je construis. Et comprends ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose en toi. Quand tu écris, tu donnes forme à l'idée, tu plantes une graine dans ton inconscient et tu crées un point de départ réel. À cet instant, tu n'es pas seulement en train de taper des mots, tu es en train de dire à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et quand l'esprit comprend cela, la vie commence petit à petit à obéir. Numéro 7. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton esprit. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis entre comme une graine. Certaines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes ta journée entière à te nourrir de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations pleines de drames, il n'est pas surprenant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Ce qui entre constamment en toi commence petit à petit à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix avec la tête plongée dans le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention, choisissent ce qu'ils mangent, font du sport, mais laissent leur esprit ouvert à n'importe quel type de déchets émotionnels. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison, mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit tous les jours. Il suffit d'observer combien de fois as-tu ouvert ton téléphone et en quelques minutes, tu étais déjà irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Ce que tu consommes détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient une pensée,
et que la pensée devient un comportement. Quand tu t'entoures de personnes et de contenus qui élèvent, tu commences à penser mieux, agir mieux et décider mieux. Mais quand tu vis au milieu des plaintes et du drame, tu commences à confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. C'est pour cela, choisis bien les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis, les conversations que tu nourris. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale, et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Éteindre ce qui te contamine n'est pas de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est du soin de soi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas laisser tout entrer. Prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de la clarté et laisse le silence devenir ton engrais. Parce qu'au fond, ce qui pousse en toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui sera ce qui commandera ton esprit demain. Numéro 8. Laisse enfin ta grandeur apparaître. Tu es né avec 2 pouvoirs immenses, mais la plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte. L'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain. Des graines que tout le monde porte, mais que peu arrosent. La créativité est la capacité de voir une porte là où il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de faisable, et ce qui semble confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une sortie au milieu du chaos, tu es en train de créer. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu es créatif chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de sortie. Pense à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se laisser abattre, commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence, ou à créer une alternative que personne n'avait encore tentée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à ce moment-là, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions. La capacité d'imaginer un chemin quand tout le monde ne voit qu'une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit se fait dompter par la peur de se tromper. Tu commences à penser dans des boîtes que tu n'as même pas créées. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ton intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer le cours de ta propre vie. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que la connaissance montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que tu as et ce que tu veux construire. » Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre, parce que tu découvres que la réalité n'est pas un mur fixe. C'est un terrain ouvert qui attend une nouvelle manière d'être vu. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir-là que tu dois te rappeler que tu possèdes, le pouvoir de transformer la pensée en direction et la direction en résultat. Toute grande transformation commence quand quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même sans savoir exactement comment. Alors, n'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois que tu imagines une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, agis. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit arrête de seulement rêver et commence à construire. Et quand tu commences à agir à partir de ton propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce que l'esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'à l'intérieur de lui, il existe toujours un chemin de plus. Numéro 9. Aujourd'hui, prends la décision de croire en toi. Tout change quand tu décides de croire en toi, pas après que les choses commencent à fonctionner, mais avant. Le véritable tournant commence quand, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable.
Parce que croire, ce n'est pas attendre la confirmation du monde, c'est construire cette confirmation en toi, brique après brique, action après action. Un esprit victorieux ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient quand plus personne ne croit en toi. La chance n'apparaît pas, elle se crée, pas à pas, entre les mains de ceux qui ne renoncent pas. La vie n'a jamais été une ligne droite, nous traversons tous des périodes sombres. J'ai vécu les miennes, il y a eu un temps où je n'avais pas d'argent, pas de direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais en moi, il y avait une étincelle, une toute petite espérance, et cela a suffi pour commencer. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis quand personne ne t'entend est ce qui détermine la direction de ta vie. Écoute bien, les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, en te trompant, tu te dis « je suis inutile », ton esprit enregistre cela comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », il commence à te reprogrammer. Et peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour. Tu dois seulement arrêter de t'attaquer. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire. C'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir conviction. Le véritable pensée positive, ce n'est pas nier le négatif, c'est le réinterpréter. C'est prendre le poids et le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et y voir des leçons là où il n'y avait que de la douleur. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as vécus. Pour chacun, note ce que tu as appris. Peut-être que tu as perdu un emploi, mais tu as appris à être plus résilient. Peut-être que tu as été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller avec plus d'intensité. Comme le disait Viktor Frankl, lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est exactement cela, la foi en soi. La décision de continuer à grandir, même quand rien, dehors, ne semble te soutenir. Crois en toi quand il n'y a encore aucun résultat. Crois en toi quand personne ne voit ton effort. Parce que c'est dans cette phase invisible que la véritable force se forme, dans le silence, dans la fatigue, dans l'insistance. Crois en toi, même sans garantie,